170 personnes étaient assises sous des guirlandes lumineuses chaleureuses dans une salle de bal perchée sur une montagne à Park City, dans l'Utah. Les flûtes de champagne capturaient l'éclat comme de minuscules couchers de soleil figés. Notre diaporama attendait sur un écran géant. Des photos que Dylan et moi avions choisies un mardi soir, en riant de nos propres coupes de cheveux ridicules d'adolescents. Puis Dylan s'est levé. Il n'a pas fait teinter son verre. Il n'a pas souri à l'assemblée. Il a simplement pris le microphone comme s'il s'apprêtait à lire la météo et a dit, calme comme une salle d'audience. Avant de commencer les discours, il y a quelque chose que tout le monde ici mérite de savoir. La salle a commencé à changer. Les conversations se sont faites plus rares. Les chaises ont cessé de grincer. Même le groupe de musique s'est estompé dans le genre de silence qui précède une avalanche. Les gens chuchotaient encore à propos de la scène qui s'était déroulée lors de la cérémonie quelques heures plus tôt. Comment mes parents s'étaient levés et étaient partis comme s'ils quittaient un film qui les ennuyait. Dylan a balayé la foule du regard, puis m'a regardé. Son regard était stable, protecteur, ce genre de stabilité qui dit « Je suis là pour toi, même si ça tourne mal ». Vous avez vu les parents de Sophie partir plus tôt aujourd'hui, a-t-il dit. Vous méritez de savoir pourquoi. Mes mains étaient jointes sur mes genoux si fort que mes bagues s'enfonçaient dans ma peau. Je n'avais pas pleuré. Je n'avais pas supplié. Je n'avais rien fait de dramatique. On m'avait appris toute ma vie que le drame était ce que faisaient les autres. Ma famille ne faisait pas de drame. Ma famille pratiquait la cruauté polie, agrémentée d'une dose de déni. Mais en vérité, ma gorge brûlait comme si j'avais avalé une allumette allumée, car je savais ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Et je savais ce que cela coûterait. Je suis Sophie. J'ai 31 ans. Je travaille comme responsable de programme pour une association caritative éducative. Subventions, indicateurs, résultats. Le genre de travail où l'on résout les problèmes en faisant des listes et en construisant des systèmes plutôt qu'en élevant la voix. J'habite dans l'Utah, assez près de la petite chaîne de concessions automobiles de mes parents pour pouvoir m'y rendre en voiture en moins d'une heure, et assez loin pour prétendre que la distance est une limite. En grandissant, mon frère Evan était le fils et j'étais une lampe, utile, stable, censée continuer à briller sans rien demander. Evan a 29 ans maintenant. Sports extrêmes, voyages coûteux, ce genre d'assurance naturelle qui vient du fait de savoir que quelqu'un vous rattrapera toujours. Ma mère disait que ce n'était pas du favoritisme, c'était soutenir son esprit. Mon père appelait cela les priorités familiales. J'appelais cela la normale, jusqu'au jour où j'ai réalisé que normal n'était qu'un mot plus gentil pour dire dressé. Quand Dylan et moi nous sommes fiancés, nous avons choisi notre date rapidement, non par impulsion, mais stratégiquement. Le 21 juin 2025. Le premier week-end où l'on sentait que l'été était pleinement arrivé. Une longue lumière du jour, l'air de la montagne, une cérémonie sur une terrasse extérieure dans un complexe près de Park City avec une vue si ridicule qu'elle semblait fausse. Nous l'avons réservé un an à l'avance, avons signé le contrat, payé les acomptes, envoyé les save the date. J'ai fait une feuille de calcul qui aurait pu gérer la NASA. Quand je l'ai annoncé à mes parents, ma mère semblait presque satisfaite. Oh, c'est une belle date, a-t-elle dit. Le temps sera parfait. Mon père a dit qu'il aiderait pour l'organisation, ce qui, dans ma famille, était ce qui se rapprochait le plus d'un câlin. Pendant quelques mois, tout est resté dans la voie prévue. Ma mère transférait des suggestions de prestataires comme si elle était soudainement le genre de femme qui tient un tableau Pinterest. Mon père posait des questions sur le stationnement. Evan s'en moquait, ce qui semblait être une petite miséricorde. Puis le printemps est arrivé, et avec lui, la fissure dans la vitre. Cela a commencé par un appel téléphonique de ma mère un mardi ordinaire. J'étais à ma table de cuisine, ordinateur ouvert, au milieu d'un email sur la distribution de bourses quand son nom est apparu sur mon écran. Sa voix était joyeuse d'une manière qui signifiait toujours qu'elle avait déjà décidé de la réponse à tout ce qu'elle demandait. Alors, a-t-elle dit comme si nous bavardions, Evan a réservé son voyage au ski. J'ai cligné des yeux. On est en avril. Et c'est Whistler, a-t-elle dit comme si le mot lui-même devait me faire lever et applaudir. Whistler Blackcon. Il a eu tout ce forfait. Chalet, cours privé, excursion en hélicoptère. Ça semble coûteux, ai-je dit prudemment. C'est une expérience unique dans une vie, a-t-elle répondu. Et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Il a déjà payé pour ça.
Une pause. Mon estomac a fait ce lent mouvement de chute. Quelles sont les dates? Elle l'a dit comme si de rien n'était, comme si elle n'était pas sur le point de faire exploser un an de planification. La semaine du 21 juin. Je n'ai pas répondu assez vite et elle a ajouté plus doucement, peut-être peux-tu déplacer le mariage. Voilà. Pas une question, une correction. J'ai fixé mon calendrier au mur comme s'il pouvait changer si je regardais assez fort. Maman, on ne peut pas, le contrat. Il a déjà payé, a-t-elle répété, plus sèchement cette fois. Et tu sais à quel point il est difficile d'obtenir de telles réservations. J'ai presque ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que mon corps ne savait pas quoi faire d'autre face à l'absurdité. Les invitations sont envoyées, ai-je dit. Les acomptes sont payés. Le complexe est réservé. Nous avons planifié cela pendant 1 an. Eh bien, a-t-elle dit, et la chaleur a disparu de sa voix, tu aurais pu choisir une date qui fonctionnait pour tout le monde. J'ai dégluti. Cela fonctionne pour tout le monde. Ça ne fonctionne juste pas pour les vacances d'Evan. Son inspiration fut brutale. Tu dois toujours faire croire qu'il fait quelque chose de mal. Je ne le fais pas, ai-je dit. Et même pour moi, ma voix semblait trop contrôlée, trop polie. Mais je ne déplacerai pas mon mariage pour un voyage au ski. Silence à l'autre bout du fil. Pas le silence normal de quelqu'un qui réfléchit, le silence de quelqu'un qui retient une punition. Puis ma mère a dit, laisse-moi parler à ton père. L'appel suivant est arrivé quelques jours plus tard. Mon père ne perdait jamais de temps avec le ton. Il ne s'embarrassait pas de sentiments. Il rendait des verdicts. La famille passe avant tout, a-t-il dit sans salutation. J'étais à mon bureau au travail, fixant un rapport d'avancement que je ne pouvais soudainement plus lire. C'est mon mariage, ai-je répondu. Il a laissé échapper un lent soupir comme si j'étais une employée têtue. Tu es égoïste. J'ai senti mon pouls dans mes oreilles. Je suis égoïste parce que je ne veux pas reprogrammer un mariage pour des vacances? Ce n'est pas juste des vacances, a-t-il lancé. C'est Evan. Il a déjà payé. Il est enthousiaste. Et toi? Sa voix s'est durcie. Tu veux toujours que les choses se passent à ta façon. J'avais envie de dire que je n'avais jamais eu les choses à ma façon. J'avais envie de lister les fois où je m'étais plié, les fois où j'avais avalé ma déception comme un médicament. Mais dans ma famille, discuter était considéré comme un manque de respect. Et les faits n'étaient des faits que s'ils soutenaient la hiérarchie. Alors j'ai dit doucement, je ne changerai pas la date. Il y a eu une pause, et dans cette pause, je pouvais presque l'entendre choisir la chose qui ferait le plus mal. Si tu ne changes pas la date, a-t-il dit, peut-être que cela t'apprendra l'humilité. Le mot a frappé comme de l'eau froide. Puis il a ajouté, ne t'attends pas à ce que nous soyons là. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Je pouvais sentir mon visage se figer comme il le faisait toujours quand quelque chose se brisait en moi et que je devais le garder invisible. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas dit, s'il te plaît, c'est mon mariage. Je n'ai pas dit, vous êtes mes parents. J'ai juste dit, alors ne venez pas, et j'ai raccroché. Quand j'ai raconté ça à Dylan ce soir-là, il n'a pas réagi comme ma famille l'aurait attendu. Pas de leçon, pas de jugement. Il a juste écouté, ses sourcils se fronçant à mesure que je parlais. Ils vont vraiment boycotter ton mariage, a-t-il dit lentement. Pour un voyage au ski. Ce n'est pas à propos du voyage au ski, ai-je dit. Et je détestais à quel point ma voix semblait fatiguée. C'est à propos du contrôle. La mâchoire de Dylan s'est contractée. Il est analyste financier. Chiffres, documents, modèles. Il n'est pas impressionné par les excuses. Il n'est pas dressé pour accepter parce que je le dis comme raison. Evan a payé pour tout ça? A-t-il demandé. Chalet. Hélicoptère. C'est des dizaines de milliers de dollars. Probablement, ai-je admis, mais il trouvera une solution. Il le fait toujours. Les yeux de Dylan se sont rétrécis. Comment? J'ai haussé les épaules, et ce haussement d'épaules ressemblait à une vie entière à hausser les épaules. Mes parents l'aident. Dylan a fixé le plafond un instant, puis m'a regardé à nouveau. Tu te souviens de ce fonds que ta grand-mère a laissé? Je me suis figé. Il y a des années, après la mort de ma grand-mère,
Il y avait eu beaucoup de voix d'adultes et de paperasse que je n'étais pas autorisé à toucher. J'avais hoché la tête comme une bonne fille. Je n'avais jamais demandé à voir les relevés car, dans ma famille, demander à voir des preuves équivalait à accuser quelqu'un de mentir. Je m'en souviens, ai-je dit prudemment. Dylan n'a pas souri. Sais-tu où il est? Quelque chose en moi s'est tendu. Mes parents le gèrent. Il s'est penché légèrement en avant, les coudes sur les genoux. Sophie, as-tu quelque chose par écrit? Je l'ai fixé. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que, a-t-il dit doucement, toute cette histoire semble louche. Dylan ne fait pas des enquêtes officieuses comme les gens le font dans les films avec des réunions secrètes et des dossiers dramatiques. Il les fait comme il fait tout, tranquillement, méticuleusement, sans dévoiler son jeu. Au cours des semaines suivantes, il m'a demandé tous les documents que j'avais jamais reçus de mes parents concernant les finances, vieux emails, une lettre scannée d'il y a des années avec les informations de l'exécuteur testamentaire de ma grand-mère. Un formulaire fiscal que j'avais signé sans lire parce que mon père m'avait dit que c'était routinier. Je me sentais ridicule, déterrant des dossiers anciens comme si je fouillais dans mon propre passé à la recherche de preuves. Dylan a effectué des recherches dans les registres publics. Il a examiné les dépôts de sociétés liés au réseau de concession de mes parents. Il a demandé ce qu'il pouvait légalement demander. Il a appelé les numéros figurant sur les documents et a posé des questions avec ce ton calme et poli qui fait que les gens répondent sans se rendre compte qu'ils donnent quelque chose. Une nuit, il s'est assis à notre table de cuisine avec son ordinateur portable ouvert et a dit « Je l'ai trouvé ». Mon estomac a chuté. « Trouvé quoi ?» Le virement, a-t-il dit. Il a tourné l'écran vers moi. C'était un document bancaire, propre, officiel, le genre de papier qui ne se soucie pas des sentiments. Montant, 68 000 $. Date, des mois avant notre mariage. Expéditeur, un compte lié au fonds familial. Destinataire, Evan. Ligne de mémo, quelque chose de fade, presque moqueur, voyage. Je l'ai fixé jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Cela semblait irréel, comme si mon cerveau ne pouvait pas accepter la forme de la chose. Ce n'est pas possible, ai-je chuchoté. La voix de Dylan est restée stable. Ça l'est. L'air dans la cuisine semblait rare, comme le mal de l'altitude. Peut-être que c'était un prêt. Dylan a secoué la tête. Il n'y a pas de structure de remboursement, pas de billet à ordre. Et le compte du fonds, Sophie, c'est dans une structure qui était destinée à toi. Ce n'est même pas subtil. J'ai pressé le bout de mes doigts contre mes lèvres. Je pensais aux mains de ma grand-mère tachetées par l'âge me tirant vers elle quand j'étais petite. Je pensais à elle disant, « Tu as une bonne tête. Ne les laisse pas t'en dissuader. » Ma gorge s'est nouée. Ils l'ont pris. Les yeux de Dylan n'ont pas quitté les miens, et ils l'ont donné à Evan. J'aurais dû hurler. J'aurais dû conduire jusqu'à la maison de mes parents et exiger des réponses comme une personne dans une vidéo virale. Au lieu de cela, je suis resté très immobile, comme je le faisais toujours quand j'essayais de ne pas m'effondrer. Dylan a tendu la main sur la table et a couvert la mienne. Il y a plus, a-t-il dit. C'est là qu'il m'a montré les messages. Pas entre mes parents et Dylan. Il ne les avait jamais contactés. Entre Evan et mes parents. Un message a retourné mon estomac avec une clarté que je ne pouvais pas ignorer. Prenez juste l'argent du fonds de Sophie, avait écrit Evan. Elle déplacera probablement le mariage de toute façon. Je fixais les mots, non pas parce qu'ils étaient compliqués, mais parce qu'ils étaient si désinvoltes. Il savait. Il savait que c'était à moi, et il l'a quand même pris. Le lendemain, j'ai demandé à Evan de me rencontrer pour un café. Pas chez nos parents. Pas un endroit où il pourrait s'appuyer sur des murs familiers comme une armure. Un petit café à Park City, le genre avec des pâtisseries hors de prix et une vue qui vous donne l'impression de payer pour l'oxygène. Il est arrivé en retard, lunettes de soleil sur le nez même si nous étions à l'intérieur. Il a embrassé ma joue comme si tout allait bien. Quoi de neuf, a-t-il demandé, en faisant déjà défiler son téléphone. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je n'ai pas adouci les choses. Quelque chose en moi s'était enfin lassé de traduire la douleur en politesse. As-tu pris 68 000 $ du fonds de grand-mère, ai-je demandé. Il a cligné des yeux, puis a ri une fois, brusquement et avec mépris. Waouh. Ok, direct dans l'accusation.
Ce n'est pas une accusation, ai-je dit. C'est un virement bancaire. Il s'est adossé, son expression se durcissant. Pourquoi fouilles-tu dans des trucs que tu ne comprends pas? J'ai presque souri. Cette réplique, tu ne comprends pas, avait été utilisée sur moi toute ma vie comme une laisse. Je comprends les chiffres, ai-je dit calmement, et je comprends la propriété. La mâchoire d'Evan s'est contractée. Maman et papa ont dit que c'était bon. Donc, tu savais que c'était à moi, ai-je dit. Il a ricané. C'est un fonds familial. C'était laissé pour moi. Il s'est penché en avant, voix basse, comme s'il partageait un secret. Tu as 31 ans, sauf. Tu as un boulot stable. Tu as Dylan. Tu vas bien. J'en avais besoin. Pour un voyage au ski, ai-je dit. Il a levé les yeux au ciel. Pour une expérience, pour le réseautage, pour quoi que ce soit. Écoute, pourquoi fais-tu ça? Tu vas vraiment faire exploser la famille pour de l'argent? Pour de l'argent? Pas pour une trahison. Pas pour un vol? Pas pour le fait que mon mariage était pris en otage? Juste de l'argent? Je l'ai observé une seconde et j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé. Il n'avait même pas honte. Il était irrité, comme si j'avais égratigné sa voiture. Vas-tu à Whistler? Ai-je demandé. Il a hésité. Juste un battement de cils. Puis il a souri, suffisant. Ouais, à moins que tu décides d'être raisonnable et de déplacer ton mariage. Je me suis adossé, ma colonne vertébrale soudainement droite. Je ne le déplacerai pas, le sourire d'Evan a rétréci. Alors ne t'attends pas à ce que maman et papa te choisissent plutôt que moi. Voilà encore. La loi de la famille. La gravité pointe toujours vers Evan. J'ai hoché la tête une fois lentement. Ok. Il a froncé les sourcils. Ok. Je l'ai regardé dans les yeux. Profite de ton voyage. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas menacé. Je n'ai pas supplié. Mais quand je suis sorti de ce café, l'air extérieur semblait différent, plus tranchant, plus pur, comme si la montagne avait dépouillé quelque chose de faux de ma peau. C'est à ce moment-là que Dylan et moi avons fait le plan. Si mes parents voulaient instrumentaliser mon mariage pour m'enseigner l'humilité, soit. Nous leur donnerions une leçon, nous aussi. Mais pas celle à laquelle ils s'attendaient. Nous avons parlé à un avocat discrètement. Nous n'avons pas pris d'assaut le tribunal. Nous avons rassemblé des faits comme des munitions. Le fond avait une trace écrite. Le virement avait une documentation. Le message d'Evan était la preuve de l'intention. La gestion de mes parents n'était pas un chèque en blanc. L'avocat a expliqué soigneusement ce qui était possible. Lettre de mise en demeure, restitution, fraude potentielle, selon la façon dont le fonds était structuré et l'autorité que mes parents revendiquaient. Dylan n'avait pas l'air excité. Il avait l'air concentré, comme s'il alignait des pièces sur un échiquier. Tu n'es pas obligé de faire ça, m'a-t-il dit cette nuit-là. Je fixais le plafond. Oui, ai-je dit, je le dois. Ou sinon, c'est ça le reste de ma vie. Plus nous nous rapprochions du 21 juin, plus mes parents devenaient silencieux. Plus de conseils de prestataires. Plus de questions sur le plan de table. Juste une distance polie et fragile, comme s'ils avaient déjà décidé que c'était moi qui les avais trahis. Une semaine avant le mariage, ma mère a appelé. Sa voix était sirupeuse. Alors, y as-tu réfléchi? À quoi, ai-je demandé. À être flexible, a-t-elle dit, et je pouvais entendre le sourire à nouveau. Celui qui signifiait qu'elle attendait de l'obéissance. Evan a déjà fait ses bagages. Il est tellement enthousiaste. Je déteste juste que ça devienne une histoire. Une histoire, ai-je répété. Ma voix était calme. C'est mon mariage. Elle a soupiré de façon dramatique. Tu prends toujours les choses personnellement. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis elle a dit plus doucement, comme si elle m'offrait la miséricorde, si tu déplaces la date, nous pouvons tous être heureux. J'ai dégluti. Ma gorge semblait serrée, mais ma voix n'a pas tremblé. Je ne la déplacerai pas, la pose de son côté était lourde. Puis, elle a dit froidement, ne sois pas surprise quand les gens cesseront de se plier pour toi. J'ai presque ri à nouveau, se plier pour moi,
comme si j'étais celle à qui tout le monde s'était adapté. Ok, ai-je dit, et j'ai raccroché. Le 21 juin 2025 est arrivé, brillant et clair. Le genre de journée de montagne qui ressemble à une carte postale et ressemble à un défi. La terrasse était disposée avec des chaises blanches et des fleurs pâles qui bougeaient doucement dans la brise. Les montagnes se dressaient derrière nous, indifférentes et énormes. 170 invités ont pris place, souriant, s'éventant, ajustant leurs lunettes de soleil. J'observais des visages que j'aimais, amis, collègues, la famille de Dylan, même quelques cousins de mon côté qui semblaient légèrement nerveux, comme s'ils n'étaient pas sûrs de la version de mes parents à laquelle ils allaient assister. Quand la musique a commencé et que je me suis engagé dans l'allée, je n'ai pas cherché le regard de ma mère au premier rang. Je n'ai pas cherché l'approbation de mon père. J'ai gardé les yeux sur Dylan. Il se tenait là comme s'il ancrait toute la montagne. La cérémonie était magnifique. Des vœux simples, des mots honnêtes, le genre de moment où l'on a l'impression que le temps s'arrête pour écouter. Et puis, en plein milieu, mon père s'est levé. Pas tranquillement, pas discrètement. Il a poussé sa chaise avec un grincement qui a fait se retourner les gens. Ma mère s'est levée aussi, les lèvres pressées dans une ligne si serrée qu'elle semblait répéter. La voix de mon père a coupé l'air. Nous partons. Un murmure a parcouru les invités comme le vent dans l'herbe. J'ai senti chaque regard se tourner vers moi. Mon père m'a regardé comme si j'étais une enfant têtue. Peut-être qu'un jour, a-t-il dit haut et fort, tu comprendras ce que signifie l'humilité. Et puis il est sorti. Ma mère a suivi, sans même jeter un coup d'œil en arrière. 170 personnes ont regardé mes parents abandonner mon mariage comme s'il s'agissait d'une performance, et ils s'assuraient que tout le monde voyait leur sortie. Je n'ai pas pleuré. Mes mains n'ont pas tremblé. Je me suis juste tourné vers Dylan et il m'a regardé avec quelque chose de féroce dans les yeux. Nous avons terminé la cérémonie. Nous avons dit « oui ». Nous nous sommes embrassés et le vent de la montagne a continué à souffler comme si rien ne s'était passé. À la réception, les gens ont essayé d'agir normalement. Ils nous ont félicités un peu trop fort. Ils ont évité de mentionner mes parents de la même façon que les gens évitent de mentionner une plaie ouverte. J'ai souri. J'ai remercié tout le monde. J'ai dansé. J'ai pris des photos. J'ai laissé mon bonheur exister dans la même pièce que l'humiliation parce que je refusais de laisser mes parents posséder le ton de ma journée. Mais à l'intérieur, quelque chose était en train de se briser et de guérir en même temps. Quand le dîner a été servi et que le groupe a recommencé à chauffer, j'ai pensé, peut-être qu'on peut juste passer au travers. Peut-être qu'on peut garder ça privé. Peut-être que je peux l'avaler comme je le fais toujours. Puis Dylan s'est levé. Il n'avait pas l'air en colère. Cela aurait été trop facile pour les gens de rejeter cela. Il avait l'air calme, chirurgical. Il a pris le microphone et la salle, encore bourdonnante de la tension laissée par le départ, s'est lentement tue. Avant de commencer les discours, a-t-il dit, il y a quelque chose que tout le monde ici mérite de savoir. Mon cœur a battu une fois, fort, a-t-il poursuivi. Vous avez vu les parents de Sophie partir plus tôt aujourd'hui. Vous méritez de savoir pourquoi. Quelqu'un près du fond a bougé sur sa chaise. Une fourchette a tinté contre une assiette, puis s'est arrêtée, comme si la personne qui la tenait réalisait qu'elle avait fait du bruit au mauvais moment. Dylan a fait un signe vers l'écran. Le diaporama a disparu. Un document bancaire est apparu à la place, agrandi suffisamment pour que même les gens aux tables les plus éloignées puissent lire les chiffres. Montant, 68 000 $. Destinataire, Evan. Mon estomac s'est contracté, mais ma colonne vertébrale est restée droite. La voix de Dylan est restée stable. Les parents de Sophie n'ont pas boycotté ce mariage à cause d'un voyage au ski. Une inspiration collective a traversé la salle. Ils l'ont boycotté, a-t-il dit, parce que Sophie a refusé de déplacer la date de son mariage pour que son frère puisse toujours aller à ce voyage. Les gens ont commencé à chuchoter, les têtes se sont tournées, les yeux se sont écarquillés. Dylan n'a pas laissé la situation dégénérer. Il a tenu la salle comme s'il avait été formé pour cela. Ce virement, a-t-il dit en montrant du doigt, provenait d'un fonds que la grand-mère de Sophie a laissé pour elle pour un moment important de sa vie. Il a laissé les mots flotter. Les laisser atterrir. Des mois avant le mariage, a-t-il poursuivi, cet argent a été pris et envoyé à Evan. On n'entendait plus rien maintenant,
même pas le groupe. Même pas le tintement d'un verre. 170 personnes assises dans ce genre de silence qui ressemble à une pression. Puis Dylan a cliqué sur la diapositive suivante. Une capture d'écran d'un message. Les mots d'Evan, noir sur blanc, avec ce genre de cruauté désinvolte qui vous donne la chair de poule. Prenez juste l'argent du fonds de Sophie, lisait-on. Elle déplacera probablement le mariage de toute façon. Quelqu'un près de l'avant a laissé échapper un son doux, involontaire, entre le soupir et le rire d'incrédulité. Je suis resté très immobile. Mes mains étaient froides. La voix de Dylan s'est adoucie juste d'une fraction quand il a dit « Sophie n'a pas supplié. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas essayé de forcer personne à rester. Elle a simplement refusé d'être intimidée pour changer la date de son propre mariage. » Il a fait une pause, les yeux balayant la salle. Et aujourd'hui, quand ses parents sont partis et lui ont dit que c'était pour lui apprendre l'humilité, ce qu'il faisait vraiment, c'était protéger un mensonge. Je l'ai senti à ce moment-là, le moment où la salle est passée de la sympathie gênée à quelque chose de plus tranchant. Les gens ne regardaient plus simplement un drame. Ils voyaient le vol, la manipulation, toute une vie de cela, condensée en un seul vilain petit message. Mes joues brûlaient, non pas de honte, mais d'autre chose. L'exposition, comme la lumière du soleil sur une ecchymose. Dylan a abaissé le microphone légèrement et m'a regardé. « Sophie » a-t-il dit doucement, mais la salle était si silencieuse que tout le monde l'a entendu. « Tu n'as plus à porter ça toute seule. » C'est là que les larmes sont venues. Pas bruyantes, pas désordonnées, mais soudaines et chaudes, comme si mon corps attendait la permission. Je les ai essuyées rapidement, presque ennuyé par moi-même. Et puis j'ai ri doucement parce que, évidemment, je ne pleurais que lorsque mon mari se lèverait et ferait ce que toute ma famille avait passé des décennies à m'apprendre à ne pas faire, dire la vérité à voix haute. La suite n'était pas cinématographique. Elle était pratique. Une semaine avant le mariage, notre avocat avait rédigé la mise en demeure. Elle était déjà prête à partir. Le matin après la réception, alors que mon bouquet fanait dans un verre d'eau sur la commode de l'hôtel, et que mes pieds me faisaient encore mal d'avoir dansé, Dylan a cliqué sur envoyer. Nous n'avons rien publié en ligne. Nous n'avons pas fait de scandale. Nous n'avons pas donné à mes parents la satisfaction d'appeler cela un drame. Nous avons laissé le papier faire ce que le papier fait de mieux, épingler les mensonges au mur. Mes parents ont appelé. Évidemment. Ma mère a laissé des messages vocaux où elle semblait passer une audition pour la sainteté. Comment as-tu pu nous embarrasser comme ça? A-t-elle pleuré? Devant tout le monde. Le message de mon père était plus froid. Tu te crois intelligente? Tu penses avoir gagné? Evan m'a envoyé un texto. 3 mots, es-tu folle? J'ai fixé mon téléphone, puis j'ai répondu, non, je suis réveillé. L'argent est revenu par morceaux. Pas immédiatement, pas avec grâce. Il y a eu des menaces, des accusations, des chantages affectifs déguisés en préoccupation. Ma mère a dit, tu déchires cette famille. Mon père a dit, tu regretteras de nous avoir humiliés. Evan a dit, tu dois toujours tout gâcher. Je n'ai discuté avec aucun d'eux. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas essayé de les faire comprendre, parce que voici la chose que j'ai apprise trop tard, les gens qui bénéficient de l'incompréhension ne commenceront jamais soudainement à écouter. L'accord de restitution a été signé. Le fonds a été restructuré pour que mes parents ne puissent plus jamais y toucher. Mon avocat s'est assuré que la paperasse est du mordant. Et puis j'ai fait la chose la plus difficile, la chose la plus intelligente, la chose qui ressemblait à sauter du haut d'une falaise et découvrir un sol solide. J'ai arrêté de leur courir après. Je n'ai pas appelé pour apaiser la fierté blessée de ma mère. Je n'ai pas présenté d'excuses pour les conséquences de mon père. Je n'ai pas essayé de recoller les morceaux avec Evan comme s'il venait de faire une erreur. J'ai laissé le silence être une limite plutôt qu'une punition. Quelques mois plus tard, j'ai croisé une cousine à l'épicerie. Elle a hésité comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de me parler. Puis elle a dit presque timidement, « J'étais à ton mariage. » J'ai hoché la tête. Elle a dégluti. Je n'ai jamais su à propos de la façon dont il te traitait. Pas vraiment. Pas comme ça. J'ai pensé à l'écran brillant dans cette salle de bal de 170 personnes voyant enfin ce que j'avais passé ma vie à avaler. Certains jours, j'entends encore la voix de mon père dans ma tête.
T'apprendre l'humilité, comme s'il me donnait une leçon de vie. Mais la leçon n'était pas celle qu'il pensait. L'humilité n'est pas de laisser les gens prendre ce qu'ils veulent chez vous pour maintenir la paix. L'humilité, c'est réaliser que vous pouvez être aimé sans vous rétrécir. C'est comprendre qu'être calme ne signifie pas être complaisant. Et si quelqu'un ne peut vous supporter que lorsque vous vous pliez, il ne vous a jamais aimé. Il aimait juste la forme que vous preniez quand vous restiez silencieuse. Dylan et moi avons toujours nos photos de mariage. La terrasse, les montagnes, la lumière du soleil. Sur un cliché, vous pouvez voir le moment exact où les chaises de mes parents sont vides au premier rang. Les gens demandent parfois si cela a gâché le jour de mon mariage. Je leur dis la vérité. Mes parents ont essayé de transformer mon mariage en punition. Ils ont essayé de m'apprendre l'humilité en partant. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est me donner quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, une ligne claire entre qui j'étais et qui ils voulaient que je sois. Et quand mon mari s'est levé dans ce hall de réception et que la salle est devenue silencieuse, ce n'était pas de l'humiliation que j'ai ressentie. C'était du soulagement. Parce que pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la seule à détenir la vérité.